Bonjour, donc vous êtes Jean-Di Moundo, l'écrivain de ce livre qui est juste ici, qui s'appelle Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Donc déjà merci d'accepter cette interview et d'être venu nous parler de votre livre. Merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Donc en quelques mots, genre, est-ce que vous pouvez vous décrire, c'est-à-dire votre profession, vos passions, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Merci de l'invitation. C'est vrai que je viens de publier mon premier ouvrage qui s'intitule Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Donc l'auteur Jean-Di Moundo, petit jeune sénégalais, donc, qui est né dans un petit village au fin fond de l'Afrique. J'ai pu continuer mes études. J'étais à l'université à Dakar, j'ai fait des emplois, après j'ai fait une formation gestion touristique et hôtelière. J'ai pu continuer, venir en France pour pouvoir continuer mes études. À partir de là, il y avait justement cette passion de l'écriture, cette passion des livres. Et il y a également d'autres passions comme le sport, le football surtout. Voilà en gros l'itinéraire de Jean-Di Moundo. D'accord, ok, merci beaucoup. Vous parliez du coup de votre passion de l'écriture, on va revenir un petit peu dessus. J'aimerais savoir comment vous avez commencé à écrire en fait ce livre. D'où vous est venue l'idée, quand est-ce que vous avez commencé? Alors le livre, c'est vrai que quand je suis venu en France, ce qui m'avait le plus, on va dire, motivé, j'avais une vision, surtout à la télé, on avait une vision assez néfaste de l'Afrique, où l'Afrique n'est que guerre, famine, maladie et qu'il n'y a pas d'autres valeurs justement. Et cette chose m'avait un peu choqué et je me suis dit, bon, comme l'écriture a toujours été ma passion, j'ai commencé à écrire, en montrant aussi qu'au-delà des faits de société, parce que effectivement tout n'est pas l'autre dans notre continent, et il y avait quand même d'autres valeurs humaines qu'il fallait justement faire savoir à travers ce que je savais faire, donc l'écriture. Et puis il y avait aussi justement cette nostalgie du pays. Quand on arrive en Europe, on a tout laissé, cette joie de vivre et tout, voilà. Et donc forcément cette nostalgie m'a poussé aussi à me réfugier dans l'écriture. On va dire que c'était une forme de thérapie pour que je me sente mieux. D'accord, ok. Et vous avez commencé à écrire ce livre-là quand? Alors le livre, on va dire, au début j'avais pas forcément pour objectif de publier l'ouvrage, donc j'avais juste envie d'évacuer, d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Et donc j'ai écrit et c'est après que j'ai rencontré un ami qui est prof. Je lui faisais part de ses écrits. C'est là qu'il m'a dit, mais ça, il faut le publier. Il y a tellement de belles choses, il y a tellement de valeurs, il y a tellement de l'Afrique à faire découvrir que ça, tu ne peux pas le ranger dans un tiroir et te dire, c'est juste une passion. C'est là que l'idée, justement, de pouvoir publier le livre a germé, jusqu'à ce que l'ouvrage ait pu voir le jour. D'accord. Et quand est-ce qu'est sorti l'ouvrage? Alors, il est sorti en juillet 2014, donc ça fait à peu près un an. Voilà, c'est tout récent. Voilà. Tout à fait. Là, vous nous avez parlé un peu de votre passion de l'écriture, mais moi, j'aimerais savoir ce que vous lisiez quand vous étiez adolescent. Quel roman, en fait, vous a un peu inspiré? Qu'est-ce que vous aimiez, au final? C'est vrai qu'étant adolescent, j'aimais beaucoup les livres aussi. Mais bon, comme là au village où j'étais, on n'avait pas forcément de bibliothèque. C'est vraiment à partir du collège qu'on a pu avoir certaines œuvres dont, on va dire, il y a quand même le livre de Léopold Sédar Senghor, il y a Civilisation, Nègre. Il y a également Aimé Césaire qui nous a beaucoup inspiré. Et forcément, sans oublier L'Enfant Noir de Kamara Laye. L'Enfant Noir de Kamara Laye qui relatait un peu justement cette vie au village, une vie faite de simplicité, d'ouverture vers l'autre, de fraternité. Ce sont des choses qui aujourd'hui qui me tiennent toujours à cœur. Et du coup, on va parler de votre roman, moi je l'ai lu, je vous avoue, j'ai beaucoup aimé, merci. Parce qu'il m'a rappelé plein de choses, plein d'anecdotes, enfin, c'est l'histoire d'un petit enfant dans un village au Sénégal, mais moi je viens d'un village en fait dans le sud d'Abidjan, Côte d'Ivoire, et il y a plein d'anecdotes, plein de choses qui m'ont rappelé en fait mon village, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Du coup, et j'aimerais en fait donner déjà envie aux spectateurs aujourd'hui de lire votre livre, qui seront certainement, et je l'espère pour vous, en fait, des prochains lecteurs. Et je voulais en fait revenir un petit peu sur 3 personnages qui m'ont vraiment marqué dans votre livre. Le premier, en fait, c'est votre mère. La mère dont vous parlez du coup dans le livre, c'est la vôtre. J'aimerais un petit peu que vous me parliez d'elle et aussi de la place de la femme sénégalaise en fait dans la société. En tout cas, merci beaucoup et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes un peu retrouvés dans l'ouvrage. Merci à vous. C'est vrai qu'il y a pas mal d'autres Africains qui m'ont dit effectivement que voilà, en lisant le livre, c'est comme s'ils se replongeaient dans leur enfance. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est une forme de nostalgie. Exactement. Parfois ils avaient le petit sourire se disant mais ça c'est mon vécu. Tout à fait. Voilà, et donc au-delà de l'histoire d'un enfant africain, cet itinéraire peut être aussi l'histoire d'un tout autre enfant. Tout à fait, du continent. Et donc j'ai essayé de parler un peu du rôle de la mère, mais effectivement
de par ma mère, je voulais aussi rendre un peu, faire un hommage à toutes les femmes africaines. Parce que effectivement, bon, j'ai vécu au village où ça n'a toujours pas été facile pour les femmes. Et il faut reconnaître aussi que quand je suis venu en Occident, le rôle de la femme africaine était quelque part mal vu. Tout ce qu'on en disait, c'est la femme qui est excisée, la femme qui est juste là pour faire des enfants, Exactement. la femme qui finalement, à la limite, parfois même disait que c'est des femmes objets. C'est vrai. Ça m'a énormément révolté. Parce que j'ai grandi, voilà, j'ai grandi sous l'ombre de ma mère, sous l'ombre de toutes ces femmes. Et je peux vous dire que les femmes africaines sont loin d'être ce qu'on pourrait en dire de mal. Et donc je voulais les rendre honneur parce que justement dans nos sociétés, il ne faut pas l'oublier, ce sont des sociétés matriarcales. Donc le matriarcat donne une importance capitale à la femme. L'enfant n'hérite même pas de son propre père, mais l'enfant hérite de son homme, donc celui qui a le lien avec sa mère. Donc, et puis quelque part, il y a pas mal de fois où les hommes, parfois, s'ils étaient coincés, ils disaient la nuit porte conseil, ou je discuterai en haut cette phrase. Voilà, je discuterai avec mon oreille. Et là, le conseil, la nuit, l'oreille n'était autre que son épouse qui demandait conseil. C'est celle-là, de par sa sagesse, de par le fait qu'elle soit beaucoup plus posée, elle trouvait les solutions adéquates. Et qu'il soufflait à l'homme qui venait justement parfois faire le gros dos, genre trouver la solution. La solution seule alors que voilà, pas du tout. Voilà. Donc pour montrer le rôle ô combien important justement que jouent les femmes dans nos sociétés. Et encore aujourd'hui au Sénégal, bon, je me réjouis parce qu'effectivement il y a eu une forte une forte scolarisation des femmes, aussi bien des garçons que des femmes. Et aujourd'hui ce sont des personnes qui sont... On a même eu des femmes premières ministres, donc ce sont des personnes qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont dans toutes les sphères politiques, sociales de nos pays, culturelles exactement, donc pour montrer à quel point elles jouent un rôle extrêmement important. Donc ça, j'ai voulu le souligner à travers... Et vous l'avez tout à fait bien fait. Moi j'ai un second personnage en fait qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre. C'est un personnage qui s'appelle Zalé. Je ne sais pas si je le prononce bien ou Zal. Zal, plutôt Zal, ok, pas Zalé. Donc Zal, et c'est un jeune homme en fait, au début du livre qui est assez dragueur, très flambeur, comme ça j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et qui tout d'un coup en fait va devenir un homme extrêmement sérieux, extrêmement pieux en fait, dans la mesure où il tombe un peu dans la religion, il devient très croyant, très pratiquant en fait. Et du coup moi ça m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup ému en fait, beaucoup touché en fait, parce qu'on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes, alors que c'est qu'une seule et même personne qui a tout simplement évolué d'une rapidité phénoménale en fait dans sa foi et du coup dans sa vie. Et du coup moi j'aimerais un petit peu que vous me parliez de la place qu'occupe la religion en fait dans cette société sénégalaise. Justement, c'est vrai que Zal c'est un phénomène, un personnage assez atypique. J'ai adoré. Parce que même nous jeunes, bon, il y avait son côté dragueur, comme vous êtes, son côté beau gosse, voilà, qui arrivait justement au niveau de les dragues à tirer son épingle du jeu parce qu'il avait tout ce qu'il faisait, il avait l'aura, il avait le langage et autres. Et puis niveau habillement, il était vraiment exceptionnel. Voilà, le Brad Pitt du Sénégal. Exactement, de la localité. Et effectivement, ce personnage, par une forme de révélation, une spiritualité qui lui est apparue, s'est transformé. Donc le Zal qui était le flamboyant, le beau gosse et tout, est devenu vraiment un homme de Dieu, on va dire. Bon, lui, il était déjà musulman, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'au niveau des religions, au Sénégal, on a cette chance d'avoir une cohabitation religieuse qui se passe merveilleusement bien, exactement, paisible. Parce que moi, du côté de ma mère ou même de mon père, j'ai des cousins qui sont musulmans. À Noël, ils viennent chez nous, pendant la fête du mouton, on va chez eux, donc forcément, il n'y en a véritablement pas ce problème-là. Et donc ça, c'est à saluer, moi où les gens, quelque part, au niveau aujourd'hui, les religions seront un peu... Voilà, mis un peu au banc de la société, l'islam qui est mal vu, alors que on en est loin de tout ça. Donc justement, ce Zal, malgré le fait qu'il ait changé, on a toujours gardé ses rapports extrêmement très forts. Lui qui était musulman, moi chrétien, et à chaque fois on parlait de spiritualité de Dieu, il m'apprenait des choses, je l'apprenais également, il tirait peut-être quelque chose de ses rencontres. Et malgré ces foi qui différaient, on comprend finalement qu'au-delà de toutes ces difficultés, disparité, exactement. C'est l'humain qui est le plus important finalement. Justement, il faut mettre en exergue tout ce qu'on a de plus beau en l'humain, et qu'on soit chrétien ou musulman, exactement, ou autre, d'autres religions. C'est pas justement ça l'essence de l'homme. Ça, Zal l'a compris, je l'ai quelque part compris. C'était aussi un message pour faire comprendre qu'on
on peut parfaitement vivre en harmonie tout en étant de religions différentes. Oui. Et je pense que ça a été très bien exprimé dans Merci, vraiment. vraiment. C'est très gentil, merci. Et j'ai le dernier personnage, je veux plutôt appeler ça le dernier groupe de personnages. C'est dans votre livre, à un moment, au village, arrivent des fanatiques religieux qui arrivent en fait au village et qui repartent faute d'avoir trouvé un petit peu on va dire un public, des oreilles attentives. Et c'est bizarre, mais du coup, ces personnages-là ont un écho particulier dans le monde, dans ce qui se passe en fait un peu aujourd'hui. Et moi, j'aimerais savoir en fait, d'après vous, comment l'éducation peut-elle être un moyen en fait de lutter contre l'obscurantisme et le fanatisme religieux. J'aimerais avoir votre avis dessus. Oui, c'est vrai que bon, les personnages là, ils sont... Là, on vit dans une société, comme vous disiez tantôt, où il y a quand même certains groupes qui essaient d'imposer leurs idéologies qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais c'est vrai que bon, on vit dans des sociétés où cette cohésion sociale, les gens ils tiennent tellement à cette cohésion religieuse, les gens ils tiennent tellement que ils n'ont pas pu, comme vous disiez tantôt, ils n'ont pas pu trouver une oreille attentive. Exactement. Voilà, parce que cette paix, pour rien au monde, les gens n'auraient pas, voilà, ils n'auraient jamais voulu remettre en question cette paix qui a été séculaire, qui a toujours été là et qui, de par ces différences, il continue quand même à vivre en parfaite harmonie. Donc l'éducation, elle est extrêmement très importante parce qu'il faut comprendre aussi que, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines, tout se fait à la base. Exactement. Donc si dès l'enfance, on arrive à faire comprendre aux enfants que malgré ces pseudo-différences, c'est l'humain qui est le plus important, c'est l'autre qui est plus important. Et l'autre, au-delà de sa différence, c'est une personne comme moi-même. Donc il y a ces valeurs importantes, ces valeurs humaines qui ne sont pas qu'africaines ni occidentales, ce sont des valeurs universelles. Exactement. Qui dès le départ, il faut les inculquer aux enfants. Et c'est en grandissant avec cette richesse qu'on pourra justement trouver des hommes et des femmes qui auront compris qu'on peut vivre tous ensemble. Exactement. Et c'est vraiment ce qui est expliqué dans le livre, puisque quand ils arrivent, il y a les personnes âgées, si je peux dire comme ça, les vieux, les sages en fait du village qui disent mais ces gens-là, ils sont pas comme nous en fait, un peu. Et ils pensent pas comme nous, il faut pas les suivre. Et ils ont vu tout de suite ce que les jeunes ont mis du temps un petit peu à comprendre. Eux, ils l'ont compris tout de suite. Et je pense que c'est surtout ça qui est intéressant dans ce livre-là. C'est qu'ils ont vu tout de suite ce qui n'allait pas. Ils ont dit, ils sont pas comme nous, ils veulent pas notre paix, donc il faut pas les suivre. Et au final, ils sont partis aussi bredouilles que quand ils sont venus, parce qu'il y avait personne pour les suivre et personne pour rentrer dans l'espère de leur idée de guerre sainte et de fanatisme religieux. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, l'esprit des sages qui, entre guillemets, a un peu toujours raison. Oui, exactement. Mais c'est vrai que bon, il faut reconnaître qu'il y a parfois un choc générationnel entre les enfants, les jeunes qui veulent tout et tout de suite, et les ancêtres les plus âgés, la sagesse qui fait que il faut prendre du recul par rapport à toutes ces choses-là. C'est pour ça que nos sociétés, on a toujours besoin justement de cette sagesse, de ces personnes âgées qui sont des formes de sentinelles, on va dire. C'est vrai. Parce que ces jeunes, il y a la part du gain, c'est des gens qui ont amené de l'argent et tout. Donc forcément, si on ne réfléchit pas, on peut dire oui, on peut tomber dedans, dire oui à leur sirène et faire des choses qui au départ, de par notre vécu, on n'aurait jamais cru ou on n'aurait jamais pu faire. Et justement, il y a ces personnes âgées, cette sagesse africaine qui fait qu'il y a de recul, il y a une forme de philosophie de vie justement qui permet de dire réfléchissez, stop, prenez du recul. Et c'est en réfléchissant qu'on pose un pas, l'autre pas, tout en sagesse. Et c'est là que justement ces gens-là sont, comme vous disiez bien, ces gens sont partis bredouilles. Parlons un peu de reconnaissance. Est-ce que vous avez participé à des concours littéraires? Quelles ont été un petit peu vos rencontres de ces derniers mois, si je peux dire, par rapport à votre livre? Bon, c'est vrai qu'au niveau concours et autres, d'ailleurs il y a pas mal de gens qui me conseillent de faire partie du livre ou de le proposer, mais ce que je n'ai pas encore fait. Mais au niveau des rencontres, il y a quand même énormément, il y a eu pas mal d'échos où effectivement il y a eu des invitations, que ce soit mairie, des bibliothèques, des écoles. Voilà, c'est intéressant. Et dernièrement, il y a eu justement au niveau du département de la Moselle, une rencontre qui s'intitulait Lire partout en Moselle, organisée par le conseil départemental. C'est vrai que j'étais invité dans pas mal de bibliothèques, de médiathèques pour parler, parce que leur thématique était, il y a pas mal de sujets, viens à ma rencontre, si différents mais si ressemblants. Ou alors apprivoiser la différence. Donc ces sujets-là, j'ai essayé d'apporter ma contribution, ma différence, mais alors montrant qu'au-delà de ces différences, nous sommes capables de vivre en parfaite harmonie. Tout à
Et du coup, on va un petit peu clôturer cette rencontre en fait. Je vais vous poser une question, vous allez me dire un seul mot. Ça va? Ok. Un seul mot, vous êtes prêts? Ouais. Si vous étiez une citation. Le séjour dans l'eau, aussi longtemps que soit-il, ne fera pas d'une branche d'arbre au caïman. Parfait. Si vous étiez un livre, au-delà du vôtre, hein. Ça y est, Vous n'avez pas le droit de choisir le vôtre. ouais. Serait la Bible. La Bible, d'accord. Si vous étiez une personnalité. Nelson Mandela. Ah, très très bon choix. Si vous étiez un animal. L'animal, je dirais un chien, même si le mot en lui-même, mais l'animal, pour moi, il y a quelque chose de sincère en lui, de noble, de fidèle. J'ai grandi avec un chien, justement. Donc vous parlez dans les livres. Exactement, aussi, exactement. très bien. Ouais. D'ailleurs, ça me touche beaucoup plus parce que c'est un chien auquel j'ai eu à mettre fin à ses jours. Tout à fait. Donc une autre forme d'euthanasie. Donc en parler, j'ai un peu une certaine forme d'émotion. J'imagine. Et donc cet animal, pour moi, ça représente tout. La D'accord. fidélité, la pureté, la sincérité. J'imagine. Toutes ces valeurs. J'imagine. Et si vous étiez enfin un plat traditionnel, que seriez-vous? Un plat traditionnel, ce serait le tchèboudjé. Je savais que vous alliez répondre ça. Je sais pas pourquoi, mais je savais tout sénégalais. Le tiers, c'est l'histoire d'amour. Le tchèb, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Au-delà du plat en lui-même, il y a tout ce... Le plat est coloré, il est complet. Et puis il y a une forme d'union autour du tchèb où on dirait que le tchèb appelle les gens à venir autour du bol. Tout le Une monde espèce se de parle. cohésion, une fraternité, si on peut dire ça comme ça. Voilà, Exactement. tout à fait. Et quels sont du coup, pour finir un petit peu ce reportage, cette interview plutôt, quels sont en fait les événements littéraires à venir auxquels vous allez participer Alors là, le 8 prochain, il y a un grand festival, une quinzaine du métissage à Paris. Je suis invité. Et il y a également le 21, 22, 23 novembre à Val-Fer-Blanche, le salon du livre du Luxembourg. Ah, c'est ça. Voilà, et je serai là-bas également. Et puis vers fin novembre, le livre sera aussi présenté à la communauté francophone à Londres, donc à la fin du mois de novembre. Donc j'essaierai de parler aussi en Angleterre. Donc voilà, en gros, ces thématiques, ces événements qui sont les plus proches à venir. D'accord. D'ici la fin de l'année, il y aura sûrement d'autres. J'espère, Voilà, j'espère pour vous. Voilà. Et puis il y aura aussi à Metz, en mars aussi, je suis invité également dans le cadre de la journée de la femme. D'accord. J'essaierai d'être le porte-parole de la femme africaine. D'accord, j'espère qu'on sera là aussi. Ouais. J'espère qu'on sera là aussi. Donc je rappelle, votre livre du coup, Itinéraire d'un enfant d'Afrique, est disponible sur Amazon, si je me trompe. Tout à fait. Donc j'invite les gens à le lire et à l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup adoré. Voilà. Merci beaucoup Jean-Dib Nour d'avoir accepté de nous rencontrer. Merci. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir parler enfin avec un auteur dont j'ai lu le livre. Et j'espère que vous viendrez à nos événements parce que je pense qu'on a besoin de gens comme vous pour que les autres puissent s'ouvrir à notre culture Voilà, et connaître un peu l'Afrique Tout à fait. différemment, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Et c'est vrai que le dernier mot, c'est connais-toi toi-même de Socrate, rejoins un peu Léopold Sédar Senghor, qui disait que enracinement dans nos valeurs et puis ouverture à l'autre. Donc il faut qu'on arrive à garder notre africanité, ces valeurs africaines, tout en s'ouvrant au monde, tout en s'ouvrant à l'humanité. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette interview de Jean-Dib Nour, l'auteur du livre Itinéraire d'un enfant d'Afrique. Les prochains événements Likaba auront lieu le samedi 14 novembre avec les cours de cuisine aux saveurs de la Côte d'Ivoire. Jeudi 26 novembre, vous avez les rendez-vous mensuels d'Afro-Projection avec la diffusion du film sud-africain Skin et le débat autour de Ma couleur, mon identité. Vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook Likaba et Afro-Projection. À très bientôt, c'était Lénaïque sur Likaba TV.